Le 14 mai 2026, Donald Trump a franchi les portes du Grand Palais du Peuple à Pékin. Et là, il a appelé Xi Jinping un grand dirigeant, un ami et quelqu'un avec qui il espérait construire un avenir formidable. Il l'a même invité à la Maison-Blanche pour le mois de septembre. Xi a accueilli ses compliments avec un simple hochement de tête, puis, selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, il a regardé Trump droit dans les yeux et lui a balancé un message qui a complètement changé la donne pour tout ce qui a suivi. Taïwan, lui a-t-il dit, c'est le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Si on ne le règle pas correctement, les deux pays vont se retrouver dans des affrontements, voire des conflits ouverts, et toute la relation entre les deux pays en sera gravement menacée. Ce n'est pas là une simple politesse diplomatique. C'est un avertissement lancé face à face, devant les caméras, au tout début d'un sommet de 2 jours que les deux gouvernements avaient soigneusement préparé pendant des mois. Et ce qui s'est passé ensuite, la partie la plus importante, c'est justement ce qui ne s'est pas passé. Trump n'a pas répondu, ni devant les caméras, ni dans la déclaration commune, ni dans le premier communiqué de la Maison-Blanche, qui a mentionné Taïwan exactement 0 fois. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce que ce silence veut vraiment dire, ce que Xi savait déjà avant même d'entrer dans cette salle, et pourquoi un pays auquel la plupart des gens ne pensent pas en ce moment se positionne tranquillement d'une manière que Pékin trouve bien plus utile que tout ce que Washington a pu proposer. Avant d'aller plus loin, merci de nous suivre. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer, et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Pensez bien à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour que davantage de gens puissent accéder à cette analyse. Voilà maintenant le contexte qui donne à l'avertissement de Xi un tout autre poids que ce que la plupart des médias laissent entendre. Dans les semaines qui ont précédé le vol de Trump vers Pékin à bord d'Air Force One, son propre gouvernement avait déjà offert à la Chine 2 leviers d'influence très solides. D'abord, le gouvernement Trump avait approuvé en décembre 2025 une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 11 milliards de dollars, la plus grande vente d'armes à l'île de toute l'histoire. Puis, il avait bloqué la livraison. Au moment du sommet, pas une seule pièce de cet équipement n'avait encore été envoyée à Taipei. Le gouvernement taïwanais regardait. Pékin regardait. Et tous les ministères de la défense de la région regardaient aussi. Quand Trump a ensuite reconnu publiquement, quelques jours avant son voyage, qu'il allait discuter de la vente d'armes à Taïwan avec Xi, parce que, comme il l'a dit lui-même, le président Xi préférerait que nous ne le fassions pas, il était en train de faire quelque chose qu'aucun président américain n'avait fait depuis des décennies. Il signalait qu'un engagement que les États-Unis avaient maintenu sous 9 gouvernements différents était désormais un sujet ouvert à la discussion et à la négociation. Le deuxième levier d'influence était de nature rhétorique. Le gouvernement taïwanais contrôle environ 90% de la fabrication mondiale des puces électroniques les plus avancées, à travers l'entreprise TSMC. Ce n'est pas une anecdote secondaire sur la technologie. Les puces de pointe fabriquées sur cette île se retrouvent dans les avions de chasse américains, les équipements hospitaliers, les systèmes d'intelligence artificielle et les téléphones dans nos poches. Trump, malgré sa bonne connaissance des rapports de force commerciaux, avait publiquement accusé Taïwan de voler le marché des puces électroniques à l'Amérique. Il avait dit à Taipei de payer elle-même pour sa propre défense. Il avait dit que les États-Unis étaient des naïfs de la protéger. Aucune de ces déclarations n'est apparue dans ses discours préparés à Pékin. Toutes avaient déjà été absorbées et analysées par l'équipe de négociation de Xi. Alors quand les deux dirigeants se sont assis pour ce que la chaîne CNN a décrit comme une session à huis clos de 2h15, Xi n'avait pas besoin de menacer qui que ce soit. Il avait déjà repéré les failles dans la position de Washington. Il les a exploitées directement. Et puis Trump a quitté Pékin sans s'engager sur le programme d'armement de 14 milliards de dollars qui attendait sur son bureau depuis des mois. À bord d'Air Force One, en direction de l'Alaska, il a dit aux journalistes « Je prendrai une décision dans un délai assez court ». Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que la position des États-Unis sur Taïwan était inchangée. Le principal analyste de sécurité nationale de CNN
a qualifié le refus de Trump de s'engager comme une victoire pour la Chine. Ce n'est pas là une lecture partisane, c'est une évaluation structurelle de la situation. Pékin est entré dans ce sommet avec un objectif clair sur Taïwan et en est ressorti sans avoir cédé un seul centimètre. Trump est entré en appelant Xi son ami et en est reparti avec une question ouverte là où il y avait autrefois un engagement ferme. Restez avec moi, parce que le dossier Taïwan n'est que la couche visible, ce qui se passe en dessous, dans une histoire qui n'a reçu presque aucune attention en dehors des cercles spécialisés en politique étrangère, c'est là que se forme le vrai tableau stratégique. 4 mois avant que Trump atterrisse à Pékin, un autre dirigeant occidental avait effectué son propre voyage en Chine. Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé à Pékin en janvier 2026 pour la première visite d'un chef de gouvernement canadien en Chine depuis 2017. La relation entre les deux pays avait été pratiquement gelée pendant des années, fracturée par l'arrestation en 2018 de la dirigeante de l'entreprise Huawei, Meng Wanzhou, dans un aéroport de Vancouver, puis encore plus figée par des disputes commerciales, notamment des taxes canadiennes sur les voitures électriques chinoises calquées sur l'approche de Washington. Carney a tout changé en un seul voyage. Lui et Xi ont convenu d'un nouveau cadre de partenariat stratégique. La Chine a accepté de réduire ses taxes sur le colza canadien, l'un des sujets commerciaux les plus délicats dans la relation entre les deux pays. Le Canada a accepté de laisser entrer sur son territoire près de 50 000 voitures électriques fabriquées en Chine, avec des taxes réduites. Des mécanismes de dialogue à haut niveau, qui dormaient depuis longtemps, ont été remis en route. Les deux gouvernements se sont engagés à renforcer leurs échanges. Xi a dit publiquement à Carney que des relations saines et stables entre la Chine et le Canada servent les intérêts communs des deux pays et contribuent à la paix, à la stabilité et à la prospérité mondiale. C'est à peu près le langage le plus chaleureux que le ministère des Affaires étrangères de Pékin utilise. Mais ce que Carney a donné à Xi en échange de ses concessions va bien au-delà des simples mécanismes commerciaux. Dans la déclaration commune de la visite, le Canada a affirmé son soutien à la Chine pour l'organisation des réunions du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique en 2026. Le Canada a réaffirmé son adhésion à la politique d'une seule Chine. 2 membres libéraux du Parlement qui devaient se rendre à Taïwan ont écourté leur voyage avant même que Carney monte dans son avion pour Pékin, invoquant la nécessité d'éviter toute confusion dans la politique étrangère canadienne. Le journal Globe and Mail a rapporté que Xi avait explicitement dit à Carney lors de leur rencontre « J'espère que le Canada continuera à respecter la politique d'une seule Chine. J'espère aussi que le Canada soutiendra le principe d'une seule Chine. Taïwan fait partie de la Chine. » Il n'existe aucun enregistrement montrant que Carney ait contesté publiquement cette déclaration. Pensez à ce que cette séquence d'événements représente du point de vue de Pékin. Le Canada arrive à la table des négociations avec son plus grand partenaire commercial qui menace son économie. Le Canada a besoin de nouveaux marchés pour exporter ses produits agricoles et de nouveaux flux d'investissement. Le Canada signale sa volonté de renouer le dialogue sans l'attitude agressive de son précédent gouvernement. Et le Canada, sans être formellement contraint d'abandonner quoi que ce soit, met tranquillement de côté un accord de coopération commerciale qu'il avait presque finalisé avec Taïwan. Un accord que le représentant de Taïwan au Canada avait confié à la radio-télévision publique canadienne, Radio-Canada, craindre être délibérément retardé pour préserver les bonnes grâces de Pékin. L'envoyé de Taïwan à Ottawa, Harry Tseng, a déclaré publiquement en février 2026 qu'il craignait que le gouvernement libéral ne retarde délibérément la signature d'un accord commercial avec Taipei afin de préserver sa relation avec la Chine. Quand les journalistes ont interrogé Carney directement sur Taïwan, sa réponse a été révélatrice. Il a dit, et c'est presque une citation mot pour mot, « Je n'ai jamais peur. Nous avons des relations commerciales avec Taïwan. Mais nous nous concentrons sur le renforcement de nos relations commerciales avec la Chine. Nous faisons de grands progrès. » Il a répondu à une question sur un allié démocratique en se retournant pour encenser sa relation avec la Chine.
Ce n'est pas là une déclaration de clarté stratégique. C'est une déclaration de priorité stratégique. Et du point de vue de Pékin, c'est un modèle qu'ils aimeraient beaucoup voir reproduit ailleurs dans le monde. Le contraste avec l'approche américaine pendant la même période ne pourrait pas être plus frappant. Washington a approuvé une vente d'armes de 11 milliards de dollars à Taïwan en décembre. Il a sanctionné des entreprises chinoises qui soutenaient les ventes de pétrole iraniennes. Il a maintenu des restrictions continues sur les exportations de technologies à travers la loi sur les puces électroniques et a conservé une présence navale dans le détroit de Taïwan. Pékin a riposté contre les entreprises américaines de défense. Les médias d'État chinois ont publié régulièrement des articles présentant la relation entre les États-Unis et Taïwan comme le principal obstacle à la stabilité. Et à travers tout cela, Xi s'est assis face à Trump en mai et a livré ce que des analystes du groupe de réflexion GlobSec ont décrit comme une approche hautement stratégique et axée sur la sécurité de la relation bilatérale, en comparaison de l'approche américaine, beaucoup plus transactionnelle et centrée sur l'économie. Cette différence de fond, ont noté les chercheurs, va façonner les perceptions à Taipei, dans toute la région Indo-Pacifique et au-delà. Ce que Xi a clairement démontré lors de ces deux rencontres, avec Carney en janvier et avec Trump en mai, c'est l'application d'un mode opératoire cohérent et calculé. Il récompense ce qu'il définit comme un comportement responsable, avec des accès, des investissements et des éloges. Il confronte ce qu'il définit comme un comportement déstabilisateur, avec des avertissements explicites et une pression publique assumée. Le Canada a reçu le premier traitement. Les États-Unis ont reçu le second. Et la question que chaque gouvernement dans la région Indo-Pacifique se pose maintenant discrètement, c'est quelle voie produit de meilleurs résultats à court terme, parce que les pressions à court terme sont ce qui guide la plupart des décisions politiques. Voilà maintenant le chiffre qui relie tout cela. Taïwan contrôle entre 60 et 65% du marché mondial de la fabrication de puces électroniques et plus de 90% de la production des puces les plus avancées sur toute la planète. Ce seul fait signifie que cette île n'est pas seulement une question de souveraineté ou une préoccupation liée aux droits humains ou un contentieux historique. C'est le nœud central de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Chaque pays qui fait fonctionner une armée, fabrique des téléphones, construit des systèmes d'intelligence artificielle ou gère des infrastructures modernes, a un intérêt matériel direct dans ce qui se passe dans le détroit de Taïwan. Pékin n'ignore pas cela. Chaque concession qu'il arrache aux gouvernements occidentaux sur la politique concernant Taïwan, qu'il s'agisse d'un retard formel dans une livraison d'armes, d'un accord commercial mis en veilleuse ou d'une visite parlementaire discrètement annulée, constitue une réduction marginale de la coalition qui réagirait à une action chinoise contre l'île. Et ces mouvements ont continué malgré la chaleur diplomatique affichée. L'armée populaire de libération de Chine a conduit ses plus grands exercices militaires autour de Taïwan en décembre 2025, plus important encore que les manœuvres qui avaient suivi la visite de Nancy Pelosi en 2022. En avril 2026, Pékin a placé 7 entreprises européennes sur sa liste de contrôle des exportations, précisément en raison de leur implication dans des ventes d'armes à Taïwan. Les médias d'État chinois ont présenté la fermeture du détroit de Taïwan à ses offres d'énergie vers Taipei pendant la guerre en Iran comme une démonstration des avantages de la réunification, en disant publiquement à Taïwan qu'elle pourrait avoir la stabilité énergétique si elle acceptait l'autorité de Pékin. Taipei a rejeté cela, mais Pékin l'a dit quand même, parce que le message ne s'adressait pas vraiment à Taipei. Il s'adressait à tous les autres gouvernements qui observaient comment la Chine utilise l'influence économique comme substitut à l'action militaire. Scott Kennedy, un conseiller principal au Centre d'études stratégiques et internationales, l'a dit clairement avant le sommet Trump-Xi. La Chine entre dans cette réunion avec une confiance bien plus grande qu'en 2017, quand elle craignait même une petite hausse des taxes américaines. Au cours de l'année écoulée, Xi a pu riposter et neutraliser une grande partie des actions de Trump. Cette confiance était visible dans la salle. Trump a offert de la chaleur personnelle, un langage d'homme d'affaires et une invitation à la Maison-Blanche.
Xi a délivré un avertissement formel sur le risque de conflit. Il a insisté sur le fait que Taïwan était le sujet le plus important dans la relation. Et il est sorti de ce sommet de 2 jours sans avoir documentairement concédé quoi que ce soit sur le sujet qui lui importait le plus. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a qualifié cela de rencontre historique et a particulièrement mis en avant les avancées sur le commerce et l'économie. Le compte-rendu chinois n'a pas mentionné si les ventes d'armes avaient été discutées. Le compte-rendu américain n'a pas mentionné Taïwan du tout. Et puis, il y a le détail que Rubio a ajouté en marge. Un détail qui fonctionne presque comme une soupape de décompression pour l'establishment de la politique étrangère à Washington. Il a dit aux journalistes que les ventes d'armes à Taïwan n'avaient pas été au cœur des discussions de Trump avec Xi. Il a dit que la position des États-Unis sur Taïwan est inchangée. Mais inchangée est un mot qui fait beaucoup de travail ici. La position peut être inchangée sur le papier. L'engagement à livrer 14 milliards de dollars d'armes à Taïwan est toujours officiellement en attente. Ce qui a changé, c'est le poids du silence autour de cet engagement. La volonté d'en discuter avec un adversaire avant d'en parler avec l'allié que cela concerne directement et le précédent que cela crée pour chaque gouvernement qui observe depuis Séoul, Tokyo ou Canberra. Bonnie Glaser, directrice du programme Indo-Pacifique au Fonds allemand pour les relations transatlantiques, Marshall Fund, a déclaré avant le sommet que tout adoucissement rhétorique de Trump, même ambigu, serait le résultat le plus déstabilisant pour Taïwan. Elle a obtenu de l'ambiguïté, Taipei aussi. La porte-parole du cabinet gouvernemental taïwanais, Michelle Lee, a déclaré publiquement que Taipei est reconnaissante du solide soutien américain. Mais la gratitude et la confiance, ce n'est pas la même chose. Et les personnes qui prennent en ce moment les décisions d'achat d'équipements militaires à Taipei ne les prennent pas en se basant sur les compliments que Trump a adressés à Xi lors d'un banquet d'État. Ils les prennent en se basant sur le fait de savoir si les armes qui leur avaient été promises arrivent réellement. Voilà maintenant où tout cela s'achemine. Xi va visiter les États-Unis en septembre à l'invitation de Trump. D'ici là, le programme d'armement de 14 milliards de dollars pour Taïwan se trouve dans un espace indéfini, ni approuvé, ni annulé, ce qui constitue en soi une forme de levier d'influence. Le Canada va vraisemblablement approfondir davantage sa relation économique avec la Chine à travers le nouveau cadre de partenariat stratégique. Et la question de savoir si Ottawa va s'opposer à la position de Pékin sur Taïwan ou continuer à l'esquiver va définir la manière dont Pékin évalue la solidité du modèle qu'il a construit. Les démocraties de la région Indo-Pacifique, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et les Philippines, observent toutes pour voir si l'engagement de Washington envers Taïwan est stratégique ou simplement transactionnel. Et Xi, qui a dit directement que la relation bilatérale pourrait connaître une année historique qui ouvre un nouveau chapitre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que ce chapitre soit rédigé selon les termes de Pékin. Partagez cela avec toute personne qui essaie de comprendre ce qui se passe réellement entre ces 3 pays en ce moment. Xi a averti Trump en face à face que mal gérer Taïwan mène au conflit. Trump a quitté Pékin sans s'engager sur le programme d'armement qui avait été promis à Taïwan. Le Canada a mis de côté un accord commercial avec Taïwan pour protéger sa relation avec la Chine. Des membres canadiens du Parlement ont écourté une visite à Taïwan pour ne pas compliquer le voyage de Carney à Pékin. Xi a qualifié la relation avec le Canada de stable et saine. Xi a appelé Trump un partenaire et non un rival, tout en lui délivrant simultanément une menace. Le programme d'armement de 14 milliards de dollars pour Taïwan attend toujours. Et personne à Washington, Pékin ou Ottawa n'a expliqué aux 23 millions d'habitants de Taïwan comment tout cela se termine avec leur sécurité préservée. Ce n'est pas un oubli, c'est la stratégie. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air pour que cette analyse continue à atteindre les gens qui font vraiment attention à ce qui se passe. Déposez votre avis dans les commentaires ci-dessous parce que cette histoire évolue très vite et je veux savoir ce que vous observez
que les autres sont en train de rater.